des grandes métropoles, et ça c'est très important et ça m'a beaucoup inspiré pour le livre. Et effectivement, les trois que vous avez cités ont été importants dans le livre parce que je crois que c'est les trois qui ont peut-être le mieux compris le phénomène populiste et qui ont aussi compris au-delà de, voilà, d'autres avaient bien montré l'angoisse par rapport à l'immigration massive, etc. Mais peu ont souligné la dimension profondément démocratique des populismes. On dit souvent, les adversaires des populistes disent c'est les ennemis de la démocratie, ils menacent la démocratie. Et je crois que, au contraire, ils la renouvellent en rappelant que la démocratie, c'est quand même, c'est les droits, les libertés individuelles, etc. Et j'y suis attaché, mais c'est aussi le gouvernement du peuple par le peuple. Pour le peuple. Ils l'ont très bien compris. Ils ont soufflé à l'oreille de dirigeants politiques. Pour Buisson et Bannon, c'est amusant parce qu'ils se ressemblent beaucoup. Steve Bannon, pour moi, le Patrick Buisson de Donald Trump. Donc effectivement, ils ont été très importants. Et Ivan Krastev était important aussi. Alors lui, il est plutôt social-démocrate, adversaire des populistes, mais il a au moins le mérite de faire les bons diagnostics et d'analyser les choses. Il est bulgare et c'est vrai qu'il m'a aidé à comprendre très bien ce qu'était ce qu'on appelle la démocratie illibérale et de voir peut-être les différences culturelles entre l'Europe centrale et l'Europe de l'Ouest. Hein. Il m'a très bien expliqué que, par exemple, mai 68, en Europe de l'Ouest, ça avait été une révolution individualiste. C'était la souveraineté de l'individu, alors qu'à l'Est, c'était la souveraineté nationale de toute manière, avant tout. Et que quand le mur de Berlin est tombé, ce sont des pays qui, justement, n'avaient pas connu la souveraineté, qui n'existait même pas sur une map monde. Et ce qui explique leur attachement aux frontières, leur attachement à cette souveraineté-là. Et ça aide, je crois, à mieux comprendre des phénomènes comme Orban. Ça aide à comprendre aussi, il m'a expliqué ce que je n'avais pas forcément perçu au départ, qu'il y avait sans doute une défiance par rapport à l'immigration, ce qui expliquait leur réaction par rapport aux migrants, pour des raisons historiques aussi, leur posture de résistance, enfin pas leur posture d'ailleurs, leur résistance réelle face à l'Empire ottoman, etc. Mais aussi, leur peur de l'immigration venait paradoxalement du fait que c'était des pays qui s'étaient évidés de l'intérieur. Si vous voulez, à partir de la chute du mur de Berlin, beaucoup sont les cerveaux, entre guillemets, ceux qui avaient les meilleures études, etc., sont partis, ont quitté tout simplement ces pays. Hein. Il y a parfois une déperdition de la population, je crois en Bulgarie, ce qui m'expliquait, c'était 15% de personnes qui ont quitté le pays, donnant parfois le sentiment que ceux qui restaient étaient les ploucs, entre guillemets, ou ceux qui étaient les moins préparés à réussir économiquement. Donc, ce qui explique qu'ils sont assez hostiles. Ils pourraient être favorables à plus d'immigration en se disant finalement ça va régénérer le pays, mais je crois qu'ils ont au contraire peur de disparaître, justement, d'être évidés de l'intérieur et remplacés entre guillemets de l'extérieur. Et donc tout ça, Ivan Krastev, qui n'en tire pas forcément les mêmes conclusions que moi, l'explique très bien et il est vraiment à lire pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui dans ces démocraties libérales en Pologne, en Hongrie, en Bulgarie, etc. C'est un des charmes du livre, c'est l'alternance, le va-et-vient entre un point de vue panoramique et puis des choses vues. Ça m'a frappé la rencontre entre Bannon, est-ce que vous pouvez nous en dire un mot, ou au préalable, hein. Vous savez, si au lieu de vous dire populiste, on vous traite de fasciste, de raciste, c'est difficile de capitaliser sur le mot fasciste aujourd'hui, c'est difficile de capitaliser sur le mot raciste. Hein. Tandis que peut-être que la bonne dénomination, c'est populiste. Hein. Et vous racontez la scène quand Bannon rencontre pour la première fois Trump, sauf erreur de ma part, et il lui explique ce qu'est le populisme. Et je vous laisse... Oui, c'est une anecdote très, très amusante. En fait, c'est 3 ans avant l'élection même pas 3 ans, je crois que c'est au moment de l'élection d'Obama. Trump, en fait, se tâte déjà pour aller à la présidentielle. Il ira pas finalement, mais il commence à se préparer, à rencontrer des gens, et donc il rencontre Steve Bannon qui, je crois qu'on est en plein moment du Tea Party, et Steve Bannon arrive et lui explique, bon, si vous voulez y aller, oubliez le Parti républicain, oubliez le Parti démocrate, aujourd'hui il faut parler, il faut être populiste.
Et Trump lui répond c'est tout moi je suis un populariste. Et Steve Bannon est un peu interloqué, il lui dit non, on ne dit pas populariste, on dit populiste. Et Trump continue oui, moi j'aime bien parler aux gens ordinaires, je suis populariste. Et Steve Bannon s'est souvenu après que dans un anglais un peu moins châtié, populariste signifiait populiste, et signifiait tout simplement être populaire. Et il a compris à ce moment-là qu'il tenait peut-être son candidat, puisque Trump, le milliardaire, avait l'instinct, même sans l'avoir théorisé, sans s'être intéressé à la situation politique, en ignorant ce qu'était le mouvement populiste, etc., mais avait l'instinct du peuple et l'instinct qu'il fallait parler au peuple. Donc effectivement, le terme populiste, c'est pas si mauvais que ça, c'est pour ça que je l'emploie. Il a souvent été péjoratif, mais il a su être retourné par les populistes eux-mêmes, qui finalement se sont dit on est la voix du peuple, pourquoi pas. Et alors, c'est l'essence même de la démocratie. C'est le retournement des stigmates. Et Trump, il pressent avec son instinct d'animal politique, quoi qu'on pense par ailleurs de Trump, mais il perçoit, en vous lisant, c'est frappant, que c'est un mot qui est bankable, que c'est une bonne marque, qu'avec une marque populiste, les portes du pouvoir vont peut-être pouvoir s'ouvrir à lui. Oui. Vous avez commencé à aborder un chapitre central dans le courant de votre intervention, c'est cette question de la démocratie. Où est la démocratie? Qui sont les démocrates? Il faut savoir que la démocratie, l'alliance de la démocratie et des élites, de la démocratie libérale, ne va pas de soi. Les Grecs n'étaient pas libéraux. Les inventeurs de la démocratie, historiquement, ne sont pas libéraux, les Grecs. Et les défenseurs du libéralisme au XVIIIe siècle, Voltaire, ne sont en aucun cas démocrates. Voltaire parle sans arrêt de la canaille. Il faut bastonner la canaille. Sa correspondance est formidable, mais il s'agit globalement de mettre la canaille au pas. Et il promeut un despotisme éclairé. Donc il y a tout un débat, en fait, autour de cette question de la démocratie. Est-ce qu'on peut définir une ligne qui nous permettrait de dire là est la démocratie, là est le libéralisme? Moi, je suis attaché à la démocratie libérale et à l'équilibre entre les deux. Je vais peut-être vous surprendre. Je pense que c'est très important que la souveraineté ne soit pas populaire, ne soit pas illimitée. Bien que souverainiste, il y a des choses peut-être au-dessus de la majorité. Tocqueville lui-même avait pointé le risque de tyrannie de la majorité. Cependant, je crois qu'aujourd'hui, le vrai risque, il n'est pas là du tout. Il est dans la tyrannie des minorités. Il est dans la tyrannie du droit qui empêche aujourd'hui les dirigeants de diriger. Il est dans des organismes, dans des technocrates non élus qui agissent sans aucune légitimité. Il est dans des juges qui s'arrogent le pouvoir de faire la loi alors qu'ils ne devraient se contenter de la faire appliquer. Donc, à mon avis, la démocratie ces dernières années a évolué vers un libéralisme antidémocratique, en fait, d'une certaine manière. On a la liberté qui est essentielle dans la démocratie, mais on n'a pas le démos, la souveraineté du peuple. Donc je crois qu'il faut retrouver un équilibre entre les deux. Il faut conserver bien sûr un minimum de liberté individuelle, de droits fondamentaux, d'état de droit, de contre-pouvoir, mais il faut retrouver la souveraineté populaire. Et pour l'instant, quand j'observe les populismes, y compris ceux qui se définissent comme des démocrates illibéraux, le terme était peut-être mal choisi. Ils auraient peut-être dû se définir comme démocrates libéraux authentiques. Mais en tout cas, quand j'observe tous ces mouvements, en Occident en tout cas, je ne parle pas effectivement de la Turquie d'Erdogan ou de la Russie de Poutine ou de la Chine de Xi Jinping, mais en Occident, que ce soit Trump, que ce soit Orban, que ce soit Salvini, tous ces leaders n'ont pas remis en cause nos régimes de liberté, les droits individuels, etc. On voit bien qu'il n'y a pas de menace à ce niveau-là. Simplement, ils cèdent un peu moins aux minorités, ils cèdent un peu moins aux juges, etc. Donc, ils rétablissent une forme d'équilibre naturel dans la démocratie libérale. Moi, je veux retrouver cet équilibre-là. Sinon, on fait une démocratie sans le peuple. Et ça donne ce qu'on est en train de voir aujourd'hui. Ça donne les gilets jaunes, l'irruption de la violence dans la démocratie. Et je crois qu'on sera tous perdants. À la fin, je termine en disant que je ne crois pas en une démocratie sans élite. Je critique beaucoup les élites dans le livre, mais il est logique
logique en démocratie qu'il y ait des gens pour guider, pour incarner, sans condescendance, mais c'est plutôt préférable qu'il y ait une élite qui en ait pas. Mais en revanche, ce serait tout aussi déraisonnable, même plus déraisonnable, de dissoudre le peuple, de dire le peuple a mal voté, il va y avoir les élites sans le peuple. Non, ça c'est pas possible. Et vraiment, le livre, je l'ai écrit aussi. Je viens plutôt d'un milieu populaire. Je serais très content si les classes populaires s'emparent de mon livre, mais je l'ai plus écrite pour les gens que je fréquente aujourd'hui autour du Figaro, les élites entre guillemets, même si j'aime pas trop ce terme. En fait, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, mais les élites autoproclamées, c'est pour elles que j'ai écrit ce livre en leur disant attention les gars, parce que vous allez être les gens que vous méprisez ont des bonnes raisons d'être en colère, hein, les lépreux, ceux qui ne sont rien, etc. Essayez de les écouter, de se mettre un peu à leur place, et puis surtout si on en reste là, on va vers une situation chaotique, mais y compris pour vous, hein. On est dans un pays où on connaît ça, quoi. La Révolution française, ça a produit d'ailleurs des choses formidables, mais ça s'est quand même fini dans le sang. Je vais vous pousser dans vos retranchements sur cette question du conflit potentiel entre le libéralisme et la démocratie. Petit rétropédalage, 2017, élection présidentielle en France, les électeurs populistes font 45% quasiment. Mélenchon, Dupont-Aignan, Marine Le Pen, c'est presque la moitié du corps électoral, presque la moitié des votants. 2 mois plus tard, la représentation nationale, quand vous additionnez Mélenchon, Dupont-Aignan et Marine Le Pen, c'est 4% des députés. Donc vous passez de 40%. 42, 43, 44 à 4%. Donc c'est vous l'avez évoqué, c'est un des ressorts du vote populiste, c'est la crise du modèle représentatif. Alors je reviens un tout petit peu en arrière, mais c'est pour pousser Alexandre dans ses retranchements. Quand les constituants en 1789 et 20 ans plus tôt aux États-Unis ont imposé la démocratie, ils ont bien pris soin de faire en sorte que le peuple ne soit pas son propre souverain. C'est ce qu'on appelle la démocratie représentative. C'est-à-dire que vous ne vous représentez pas vous-même, vous ne vous représentez pas immédiatement devant l'Assemblée nationale. Vous représentez immédiatement à travers un médiateur. Ce médiateur, c'est le mandant. C'est le député, c'est le maire, etc. Et très rapidement, quand vous regardez en France en particulier, mais aux États-Unis aussi, CIS et quantité d'autres, il y a un souci de confisquer la souveraineté populaire. Donc on avait le choix en 89 entre deux directions. L'histoire nous offrait 2 directions. Soit les droits de l'individu, soit le jeu, c'est ce qui a gagné et triomphé, soit l'avènement d'un nouvel acteur sur la scène de l'histoire. Ce nouvel acteur, c'est le peuple, rousseauiste, conservateur, peu importe. Mais il me semble, moi, que cette division, cette alliance est quasiment contre nature entre le libéralisme et le... C'est pas que je vais vous pousser dans vos retranchements, elle ne va vraiment pas de soi. En tout cas, quand on lit les travaux théoriques des penseurs du libéralisme, rien ne l'annonce. Leur souci majeur, vous l'avez dit, c'est les libertés constitutionnelles, c'est ce qu'on appelle le bloc constitutionnel, c'est les libertés individuelles, les libertés religieuses, mais en aucun cas l'avènement d'une volonté générale qui serait censée représenter le politique. Donc moi je trouve qu'on a tendance un peu à tricher avec à s'imaginer que c'est la seule forme de démocratie possible. Je monopolise la parole, pardon, mais c'est pour... Non, mais vous avez raison. Alors d'abord, en 1789, c'était compliqué. Le livre de Gauchet sur Robespierre, que je vous invite à lire, est très intéressant, puisqu'il montre que Robespierre est conduit à la terreur parce qu'il cherche justement une forme il veut que la volonté générale soit appliquée, mais il en fait un populiste. Il en fait un populiste, ouais, exactement. Et ça se finit pas très bien. Donc moi, je crois qu'on peut trouver un équilibre entre les deux, qu'on l'avait toute la 5e République du général de Gaulle, qui est très centralisée. Il y a une forme de verticalité, etc. Mais il y avait un équilibre entre les deux, avec l'usage notamment du référendum. D'ailleurs, il en tirait immédiatement les conséquences. Enfin, quand il a perdu, il s'est retiré. Donc c'est un équilibre qui est effectivement compliqué à la base, mais qu'on peut trouver. Or aujourd'hui, là, je vois où vous voulez en venir. Je vais y aller. Aujourd'hui, je pense que le système est tellement vicié qu'une des seules solutions est d'introduire un peu de démocratie directe. Je ne crois pas à la démocratie directe pure et dure, mais une démocratie représentative qui serait corrigée par la démocratie directe,
directe me paraît être un modèle pas si utopiste que ça, avec les moyens technologiques qu'on a, qui responsabiliserait aussi le peuple. Et donc c'était pas du tout absurde la revendication du référendum d'initiative citoyenne des Gilets jaunes. Du reste, l'argument qu'on leur a souvent opposé en disant ce serait ingouvernable, on aurait des référendums tous les jours, vous voyez bien, je crois est battu en brèche par l'actualité. Il y a en France une tentative de mettre en place un référendum d'initiative populaire sur la question d'aéroport de Paris. Moi, j'y suis plutôt favorable d'ailleurs. Bon, tout est fait dans les médias, dans les politiques pour qu'on en parle le moins possible et qu'il n'y ait pas le nombre de signatures suffisantes pour que ce débat ait lieu. Mais on voit bien il n'y aura sans doute pas le nombre de signatures suffisantes, mais que cette histoire de démocratie directe ne conduirait pas nécessairement à un système où on voterait tous les jours. Au contraire, ce serait un système où ça nécessiterait de mobiliser les citoyens sur certaines questions. Là, si ceux qui sont favorables au référendum n'arrivent pas à mobiliser les citoyens, c'est sans doute aussi un peu de leur faute, un peu de la faute du citoyen lui-même qui s'interroge pas toujours qui s'intéresse pas toujours à la chose publique. Donc c'est simplement pour dire que l'idée selon laquelle ça nous mettrait un espèce de chaos où tout le monde voterait sur son portable tous les jours est fausse. Au contraire, je pense que ça nous mènerait à des débats profonds. À chaque fois qu'il y a eu des référendums sur l'Union européenne, alors les adversaires vont me dire, vous voyez bien que le Brexit c'est très compliqué à mettre en œuvre ensuite, mais souvent on a eu des débats de très grande qualité. Je pense en 2005, malheureusement les élites n'ont donc pas tenu compte, et d'ailleurs les Gilets jaunes en sont une conséquence lointaine, mais là, souvenez-vous, le débat avait été très très profond sur l'Union européenne et la participation avait été massive. Donc ce serait un bon moyen de régénérer la démocratie, de responsabiliser les gens. Ça nécessite aussi de faire un effort d'éducation. Alors, non pas que les gens ne soient pas éduqués ou soient bêtes, mais je pense que revenir à une école qui instruise vraiment les gens plutôt que les abêtir serait une bonne chose. Donc oui, je suis pas du tout défavorable à une dose de démocratie directe. Oui, dès le départ, le libéralisme et la démocratie ne vont pas forcément de pair, mais je suis quand même attaché à un équilibre entre les deux. C'est que vous n'êtes pas totalement démocrate. Mais je suis peut-être pas totalement démocrate. Mais qu'importe. Hein. Revenons à De Gaulle. Je ne sais plus quel mot de Stendhal sur le régime idéal. C'est l'absolutisme tempéré par l'assassinat. Donc, mais vous, c'est donc la démocratie représentative tempérée par la démocratie directe. Hein. Ah, voilà. Mais cela étant, De Gaulle a toujours pris soin, me semble-t-il, et pas seulement de dire, on répète souvent, la Cour suprême en France, c'est le peuple. Le peuple, exactement. Et il me semble que, je ne suis pas juriste, mais ni constitutionnaliste, mais certains d'entre vous le sont, ou connaissent ce sujet. Il me semble qu'il avait mis au même niveau la Constitution, le pouvoir constituant du peuple, hein, en France, donc en l'occurrence par l'élection, par le référendum, hein, et également la référendum. Dans l'article 2, je crois, ou 1 de la Constitution, c'est la souveraineté du peuple s'exerce par ses représentants et par référendum au même niveau. Et son mépris pour les magistrats était vertigineux. Et est-ce qu'on n'est pas passé, vous rappelez la phrase, alors elle est apocryphe, elle est fausse, certes, mais enfin elle est parlante et suggestive, je parlais d'absolutisme, hein. L'État c'est moi, le roi soleil, hein. Aujourd'hui c'est le magistrat qui dit l'État de droit c'est moi. Ouais. Et il s'est substitué, et Pierre Manant dit quelque part du reste aussi, que ça a presque une dimension religieuse. On revient à la querelle des deux glaives, ça nous ramène très loin et très en amont dans l'histoire, entre le temporel et le spirituel, hein. Le temporel c'est le pouvoir politique, hein. Donc en démocratie c'est le peuple, hein. Or il y a un pouvoir au-dessus du pouvoir, il y a une loi au-dessus de la loi. C'est ce que dit Manant. Ce pouvoir au-dessus de la loi, c'est celui qu'exerce le magistrat, puisque c'est lui qui amende, hein, qui retoque, hein, les lois nationales souveraines du peuple. Pardon, j'en bégayais, quoi. Oui, non, mais alors là, il n'y a pas d'ambiguïté. Hein. Mon livre critique justement ce gouvernement des juges nationaux, mais aussi ceux de la CEDH, etc., etc. Donc ça, je pense que c'est un
un enjeu majeur de redonner, c'est ce que je disais tout à l'heure, les magistrats sont là pour faire appliquer la loi, mais en aucun cas pour la faire. Pour le coup, on n'est pas dans l'équilibre des pouvoirs de Montesquieu. On a un pouvoir judiciaire qui empiète sur la démocratie, et on l'a vu en France lors de l'élection présidentielle. Moi, j'étais pas spécialement, j'avoue que j'avais pas de candidat dans cette élection. C'est parfois difficile d'être représenté, donc j'étais pas spécialement filoniste, mais je trouve par exemple que le fait que les juges aient déclenché une mise en examen comme ça en quelques semaines, alors que parfois ça met beaucoup plus de temps, ont clairement joué un rôle néfaste là dans la démocratie, en ne restant pas à leur place et en ne respectant pas l'équilibre des pouvoirs. Là, c'est parce que la justice est peut-être en France corrompue. Rappelons. Non, mais le parquet est directement sous les. C'est un autre problème. C'est un autre problème. Et il y a beaucoup de problèmes autour des juges, mais qui ont tendance à vouloir être un contre-pouvoir ou même être le pouvoir. Donc ça doit être simplement un contre-pouvoir, et non pas le pouvoir. Ouais. Alors je ne sais pas combien de temps on dispose, mais il y a quelque chose qui est frappant dans le populisme aussi, me semble-t-il, c'est que tous les grands courants politiques ont appelé des œuvres théoriques qui l'ont donné de l'épaisseur. Le Marx avec le marxisme, vous avez quantité de philosophes et théoriciens politiques après Marx, et des gens solides, il faut se les coltiner, contestables mais solides. Le libéralisme, n'en parlons pas, le libéralisme peut s'appuyer sur une école de pensée qui est pléthorique. Il y a quantité, ne serait-ce qu'en France, quantité de grands écrivains, voire même d'écrivains géniaux, Tocqueville est un écrivain génial, qui ont théorisé le libéralisme. Le fascisme, contrairement à ce qu'on pourrait penser, a appelé également des définitions théoriques de haute volée, Gentile en Italie. Un des problèmes du populisme, me semble-t-il, c'est qu'exception faite de travaux de philosophes politiques, je pense à Alain de Benoît, je pense à Chantal Mouffe, à Ernesto Laclau, n'a pas produit encore une grande œuvre théorique. Est-ce qu'il n'y a pas est-ce qu'on retomberait pas sous une forme d'impuissance du populisme à devenir intelligible, à devenir productif, à sortir des sphères de la contestation et de la protestation? J'ai envie de dire que c'est un peu l'avenir qui le dira. Ce que je disais, on revient à notre conversation du début. Est-ce que ce sont des mouvements purement dégagistes ou c'est ce qui peuvent bâtir l'exception politique pour le moment, mais les autres n'ont pas eu le temps de faire leurs preuves non plus. On verra Trump qui a quand même de bons résultats. C'est Orban qui lui s'est imposé sur la durée et pour le coup lui a essayé de théoriser quelque chose avec la démocratie libérale. Ça lui a été reproché, mais dans le discours où il parle de démocratie libérale, il théorise quelque chose d'assez profond, notamment il est très hostile au gouvernement des juges, et puis il y a l'idée que les sociétés occidentales, si elles sont fondées sur un individualisme pur et dur, seront ingouvernables et iront à leur propre destruction. Donc voilà, il a une vraie politique assise sur un projet à long terme de souveraineté nationale qui s'inscrit aussi dans une civilisation, dans une vision de l'histoire. Donc pour le coup, peut-être que le vrai théoricien du populisme, c'est Viktor Orban. Qui donnerait un contenu au populisme. Le populisme marche, populariste, Trump, comme nous le rappelait Alexandre. Illibéralisme est problématique. I2L, je suis un peu grammairien, c'est un préfixe privatif, ça marche pas. Je veux dire, ça, on y va reculons. Il y a un problème avec ce mot-là. Et pour pour en percevoir le contenu, dans votre livre, vous revenez en particulier sur cette figure de Viktor Orban. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu les batteries de mesures qu'il a pu prendre et qui nous font sentir à quel point les lois Soros, je crois, sauf faire de ma part. Alors ça, c'est sur les lois, sur les migrants, oui, mais qui sont en fait pas si... C'est très étonnant quand on regarde dans le détail de la loi. Alors c'est un peu technique, donc j'espère que je vais être clair. Par écrit, c'est plus facile parce que... Mais par exemple, c'est des lois qui sont pas si éloignées que ça de la loi française sur le fait de l'aide aux migrants, etc. Ce qu'on appelle le délit de solidarité en France, qui est plus sévère en France dans les textes sauf qu'en France, ça a été cassé justement très récemment par une jurisprudence du Conseil constitutionnel. Il y a des lois aussi très dures sur les ONG, parce qu'ils considèrent que les ONG sont des passeurs en quelque sorte. Donc il y a des amendes pour les ONG qui aideraient les migrants à passer. Mais ça, c'est le dossier spécifique des migrants. Mais je crois que sa grande originalité, ce
qui fait qu'il a pu gouverner sur la durée, c'est qu'il s'est attaqué justement à la Constitution. Il a cassé, il y avait une sorte de Cour suprême en Hongrie très puissante, un peu sur le modèle américain. Il a cassé cela en redonnant plus de pouvoir à l'exécutif. Donc l'originalité effectivement d'Orban, c'est de s'en être pris très fortement justement au pouvoir des juges pour retrouver une forme de marge de manœuvre. Mais il y a aussi beaucoup de pragmatisme chez lui. Vous me parlez d'une batterie de mesures. Ce qui est intéressant, c'est son parcours à Orban, qu'on oublie toujours et qui n'est jamais rappelé par les commentateurs médiatiques. D'abord, c'est un héros de la résistance contre l'Empire soviétique. Hein. Il faut le dire. Avant même que le mur soit tombé, il appelle à la liberté dans son pays. Il prend des risques physiques. Sur ce, voilà, le mur tombe et il le dit, moi je pensais qu'il suffisait d'appliquer tout ce qui se faisait en Occident. À l'époque, c'est plutôt un libéral entre guillemets. Il est même vice-président de l'Internationale libérale. Il est élu une première fois, je ne veux pas dire de bêtises, mais autour des années 2000. Plus jeune Premier ministre européen, très bon élève de Bruxelles, hein, adoré par les autres dirigeants, on l'oublie toujours, montré en exemple, et il perd les élections sévèrement. Il reste 10 ans dans l'opposition, ce qu'on a oublié. Entre-temps, il y a la crise de 2008, il y a le FMI qui s'est installé en Hongrie, les socialistes qui appliquent sans état d'âme, je dirais, le programme du FMI, et qui sont donc remerciés par les électeurs. Et là, Orban en revient avec quelque chose de beaucoup plus conservateur. Alors, libéral économiquement, hein, parce qu'il y a des mesures extrêmement pragmatique, il installe une flat tax, donc très peu d'impôts, à part pour les banques, il y a une taxe spéciale sur les banques parce qu'on est au lendemain de la crise financière. Donc il y a des choses extrêmement pragmatiques, mais il y a une espèce effectivement d'efficacité. Il y a toutes ces réformes constitutionnelles qui lui permettent d'agir vite. Il y a cette capacité à dire merde à l'Europe quand on lui dit là vous sortez des règles communes, mais lui est responsable devant le peuple hongrois. Donc il va redresser économiquement le pays, on l'oublie, hein, il refuse les programmes du FMI, mais la mise en place de ces mesures économiques permettent le remboursement très rapide de la dette et ensuite un conservatisme sociétal où il rappelle notamment, je crois que dans la Constitution ça lui est beaucoup reproché, mais les valeurs chrétiennes de la Hongrie, pour le coup, ce qu'avait refusé de faire l'Europe dans sa Constitution, le mariage comme union entre un homme et une femme. Bon, moi je trouve que c'est pas forcément le plus intéressant chez Orban, mais il y a la tentative de définition malgré tout d'un modèle de civilisation auquel il est attaché. Il se dit, il comprend, au moment de la crise de 2008, avant tout le monde, il le dit dans son discours, il parle de démocratie libérale, qu'on a changé de monde et que le modèle ultra-individualiste dominant mine les sociétés, affaiblit les États-nations, y compris que dans un monde justement où il y a la Chine, les États-Unis, la Russie, il faut des États forts et que la démocratie peut pas être fondée uniquement sur les libertés individuelles. Donc c'est quelqu'un vraiment qui s'est adapté aussi. C'est pas un idéologue, contrairement à ce qu'on croit, même si je pense qu'il théorise quelque chose d'intéressant, mais c'est pas un ultra conservateur pour des raisons familiales ou je ne sais quoi. C'est pas quelqu'un qui avait une idéologie prédéfinie, mais c'est quelqu'un qui va évoluer en fonction des circonstances historiques. Ça le rend extrêmement intéressant et surtout beaucoup plus complexe que le portrait qui en est fait généralement dans les médias. Ce serait peut-être un retour du politique et de l'essence du politique. Hein. Pour définir ce mot illibéralisme, qu'est-ce qu'on met derrière l'illibéralisme? Est-ce que c'est pas un retour du politique? Est-ce que c'est pas l'exécutif qui reprend la main contre le droit? Mais vous avez bien évoqué le sujet. Où situer toutes ces figures qui émergent? Vous parliez de Ivan Krastev,
Steph, qui va sortir dans 3-4 semaines, le moment illibéral, qui fait écho au moment populiste d'Alain de Benoît, à travers plusieurs leaders. Poutine, qui me semble un petit peu sortir de nulle part, parce que Poutine, c'est évidemment c'est autoritaire, mais c'est quand même un schéma bonapartiste référendaire. Où situer Erdogan et les leaders de la Chine sur cette géographie du populisme? Moi, je parle de démocrature, voire de dictature, en particulier pour la Chine, qui est un régime qui est même pas, il n'y a même pas d'élection. Enfin, c'est le parti communiste. Pour le coup, c'est intéressant le cas chinois, parce que souvent les théoriciens libéraux expliquaient que les libertés économiques allaient forcément avec les libertés individuelles. On voit en Chine que le pays s'est ouvert sur le plan économique, mais ça n'empêche pas de rester une dictature. Donc moi, je crois qu'il y a aussi un amalgame qui est fait souvent entre des régimes clairement autoritaires et les populismes. Le populisme, je le répète, est un phénomène typiquement occidental lié au déclassement des classes moyennes. Les pays comme la Russie, comme la Chine, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il n'y a jamais eu de classe moyenne là-bas. Ils n'ont pas le même rapport à la démocratie. Moi, je fais pas partie de ceux qui diabolisent Poutine parce que précisément la Russie n'est pas la France, quoi. Il part d'une histoire différente pour arriver, à mon avis, à ce qui est en Russie par rapport aux standards de la Russie plutôt un progrès démocratique. Mais voilà, la Russie n'a jamais connu la démocratie, donc elle peut pas être comparée, je pense, à la France, aux États-Unis, etc., etc. Et c'est pareil pour la Turquie. On n'y comprend rien si on ne comprend pas que ce pays a une culture islamique qui n'est pas du tout une culture chrétienne, qui est celle chrétienne ou grecque ou romane, qui est celle des autres pays occidentaux. Et le phénomène Erdogan est un islamiste au pouvoir. Alors il y a une dimension peut-être bonapartiste, plébiscitaire, etc. Encore que on voit bien que il a une majorité quand même de moins en moins nette, et là pour le coup il bouleverse quand même en termes de liberté publique. On est très très loin des standards européens, mais donc voilà, ne pas confondre ces régimes-là qui s'inscrivent dans des aires géographiques, culturelles, historiques totalement différentes, et souvent on veut nous expliquer qu'en fait le populisme européen ou américain est une étape transitoire qui mènerait à ces régimes-là. En gros, c'est le discours quand c'est pas les années 30, c'est oui, mais vous aurez Poutine ou vous aurez Erdogan. Non, parce qu'on n'a pas du tout la même culture, la même histoire, le même rapport à la démocratie que ces pays-là. Alors, deux questions. Il vient de paraître un dictionnaire des populismes dans la maison d'édition qui vous édite, les éditions du Cerf, dirigées par Olivier Dard, Frédéric Boutin et Frédéric Rouvillois, je crois, qui avait sorti un dictionnaire du conservatisme il y a un an. Ils ont pris soin ils ont sorti un dictionnaire du conservatisme et un dictionnaire des populismes. Dès qu'on passe d'un singulier, pourtant c'est un phénomène polysémique, le conservatisme, on revient à la difficulté initiale du populisme, à ce pluriel. Dans la définition que vous donnez, qu'est-ce qu'il y a de commun entre l'UDC en Suisse et le Front National en France, entre les populistes néerlandais et les populistes italiens? Quel est le point commun? Il y a un multiple commun qui est la question migratoire, c'est indiscutable, mais le déclassement, le schéma du déclassement qui en France est central. On ne peut pas comprendre en France ou aux États-Unis la question du populisme sans le déclassement. Mais de fait, en Suisse ou aux Pays-Bas, ça se pose de tout autre terme. Alors c'est vrai que vos objections sur la Suisse ou les Pays-Bas, encore Danemark, les Pays-Bas, il y a quand même la question, effectivement la question migratoire et quand même et de l'islam est quand même un point très important. Je pense que même c'est le moteur principal qui explique leur progression spectaculaire ces dernières années. On voit bien qu'il y a un avant et un après 2015, après la décision de Merkel d'ouvrir grand les portes de l'Europe. Et je crois en plus que l'angoisse économique joue un rôle central
centrale, que les gens sont effectivement très malheureux d'avoir vu leur niveau de vie stagner ou diminuer, mais qu'à la limite ils peuvent l'accepter, mais qui n'accepteront pas de voir leur mode de vie disparaître. Donc sans doute que oui, la question du mode de vie, du rapport à notre culture, à notre patrimoine immatériel d'une certaine manière, est centrale dans la montée des populismes. Il y a aussi la question malgré tout de la démocratie dont je parlais tout à l'heure. Là, ça se pose quand même de manière assez similaire, y compris aux Pays-Bas ou en Suisse. En Suisse, les populistes ont vraiment l'UDC a assis son succès sur les réformes, sur les référendums d'initiative citoyenne, notamment les référendums liés à l'islam et à l'immigration ou au poids trop important de l'Union européenne. Donc il y a quand même ces trois points communs là et même en Suisse, il y a sans doute la méfiance par rapport au modèle économique dominant. La Suisse a été une forme d'exception. Je crois que les citoyens suisses veulent la préserver et se disent que s'ils copiaient le modèle européen, ils ne sont pas dans l'euro, par exemple, leur situation économique ne serait peut-être pas aussi bonne. Donc là, pour le coup, les populistes sont aussi une manière de préserver les systèmes, sont là pour préserver les systèmes sociaux de ces différents pays et éviter peut-être qu'ils copient le modèle bruxellois, quoi, d'une certaine manière. Quelles sont les perspectives de pouvoir? Je ne sais pas comment on dit. Bruxellois, je crois. Ouais. Quelles sont les perspectives de pouvoir qui s'offrent aux populistes? Quand on regarde la carte du populisme dans le monde, en réalité, à part les deux Amériques, et en particulier singulièrement l'Amérique latine, où il y a une tradition d'un populisme depuis Péronne, mais même avant Péronne, du reste, c'est quand même, il n'y a pas tant que ça de pays populistes. Comment un populiste arrive au pouvoir? Quels sont les types d'alliances qui peut nouer? Patrick Buisson, il y a quelques années, vous parliez de capital immatériel, disait qu'on pouvait constituer, en tout cas en France, une alliance entre des conservateurs et des populistes, sachant que le conservateur joue les élites contre le peuple et que le populiste joue le peuple contre les élites. Donc c'est assez difficile à sortir. Pour autant, le mot, vous l'avez employé, c'est le capital immatériel. Un conservateur et un populiste partagent un même capital immatériel. Pas matériel, bien sûr, mais immatériel. Donc on peut nouer une alliance. En Italie, il y a une alliance à front renversé. Est-ce qu'il y a des perspectives dans d'autres pays, la France par exemple, où pourraient se produire des alliances? Parce que sans alliance, il n'y a absolument aucune perspective de pouvoir. Pour quantité de partis, pour l'AfD, c'est résiduel. En tout cas, hors Allemagne de l'Est. Pour le Front National en France, c'est 20 à 25%. Donc il n'y a pas de perspective de pouvoir. Est-ce qu'il y a des alliances qui pourraient se nouer, soit avec les conservateurs, soit des unions nationales beaucoup plus larges? Encore une fois, je mets de côté l'Amérique latine. Je prétends pas parler du populisme sud-américain. Je pense encore une fois, il est très spécifique. Je parle vraiment de la question de la démocratie occidentale et des classes moyennes occidentales. Je pense que les alliances ne se font pas de manière partidaire. Il faut attendre que le système politique partisan se désagrège, qui est assez bien parti. On voit qu'il y a une recomposition malgré tout politique. Macron, son clivage nationaliste progressiste, on voit bien que c'est un clivage qui est fait pour diaboliser, qui est manichéen, mais il y a une part de vrai. Et je pense que s'il n'y avait pas cette part de vrai, elle ne fonctionnerait pas. La droite dite traditionnelle ne serait pas dans cet état-là et le Parti socialiste ne serait pas dans cet état-là. Donc on voit bien d'abord qu'il y a un phénomène de décomposition des partis traditionnels et sans doute de recomposition autour d'un axe non pas progressiste, nationaliste, mais je dirais souverainiste, mondialiste. Je pense que le vrai enjeu et vrai débat est là et qu'ensuite le système politique va se reconfigurer pour s'adapter à ce réel clivage-là. Simplement, ça prend du temps. On voit bien qu'en France, le Parti socialiste a disparu. La droite, les LR vont disparaître ou ont disparu aussi. Le Rassemblement national, ça c'est un des problèmes typiquement français, est un parti qui était quand même à l'extrême droite à la base, qui s'inscrit dans une généalogie d'extrême droite, même si je considère aujourd'hui que c'est plus un parti populiste qu'un parti d'extrême droite, mais malgré tout c'est une généalogie qui pose problème à un certain nombre de personnes et qui fait que le Front National se heurte à un plafond de verre
et qui en plus c'est un parti qui a un leader qui a montré ses limites au second tour de la présidentielle. Ça c'est pour le cas français, donc je ne sais pas comment ça va se décanter. Est-ce que Marine Le Pen va encore perdre une élection et il y aura un autre leader qui ne sera pas lié à l'histoire des Le Pen? Est-ce que le Front National va être à son tour victime de dégagisme? Mais on est encore dans cette période. La décomposition, à mon avis, du système politique n'est pas achevée. Ensuite, donc ça c'est pour les alliances partisanes. Ensuite, il y a les alliances sur le plan sociologique. Est-ce que les classes populaires sont majoritaires elles toutes seules? Sans doute que oui, c'est ce que dit Guy, lui, en termes de nom, elles sont sans doute majoritaires. Le problème, c'est qu'elles ne votent pas toutes, ou même en majorité, elles ne votent pas. Le premier parti de France, ça reste l'abstention. On parlait des élections législatives, on est à plus de 50% d'abstention, donc il va falloir inventer des partis et des leaders qui vont refaire voter tous ces gens-là, leur refaire de nouveau croire à la politique. Et ensuite, moi, je crois que justement, pour qu'il y ait... je disais tout à l'heure que je croyais malgré tout qu'il fallait une forme d'élite. Donc je crois qu'il peut y avoir la rencontre, malgré tout, et là je rejoins Patrick Buisson, de sociologie assez différentes. Il y a une bourgeoisie mondialisée, hors sol, qui a choisi Macron. Une bourgeoisie plus traditionnelle, mais qui place sans doute l'argent avant ses valeurs et qui a aussi très, très clairement rejoint Macron, qui ne l'avait pas fait à la présidentielle, qui avait voté Fillon, mais qui ce coup-ci a rejoint Macron aux européennes. Mais il y a quand même une bourgeoisie traditionnelle qui place les valeurs, l'éthique, un certain regard sur l'homme, une certaine définition de l'homme au-dessus des intérêts purement économiques et financiers. On l'a vu défiler encore ce week-end contre la PMA. Et donc, moi j'ai été frappé par les points communs. Ça peut paraître surprenant entre les gilets jaunes et la manif pour tous. Les uns avaient des suites roses et les autres des gilets jaunes, mais les deux arboraient le drapeau français et chantaient la Marseillaise. Les deux ont été victimes du même mépris de classe. Les uns parce qu'ils étaient caricaturés en Marie Chantal, échappée de la vie est un long fleuve tranquille, ou en fasciste en Lodène, et les autres caricaturés en beauf ou en Dupont-la-Joie, échoués sur leur rond-point. Donc voilà, il y a plus d'un point commun entre ces deux mouvements-là, et c'est peut-être celui ou celle qui arrivera à parler à ces deux sociologies-là aura très probablement une majorité électorale derrière lui. Ouais. Dernière question. Sur cette question des élites, mais allons peut-être au-delà. Il y a un livre passionnant sur le populisme qui s'appelle « Éloge du populisme » de Vincent Coussedière, qui est un philosophe. Et il dit que le populisme, c'est la tentative désespérée des peuples européens, je ne sais pas ce que vous en pensez, Alexandre, non pas pour se gouverner, non pas pour se diriger, non pas pour le fantasme des ronds-points qu'on nous a vendus dans le deuxième mouvement des Gilets jaunes, qui est un mouvement... beaucoup moins soutenu. Vous savez, le RIC, le référendum, on en a parlé, mais sur des questions pas régaliennes, sur des questions marginales, participatives, que le peuple va s'auto-constituer, etc. Est-ce que la question centrale, c'est pas plutôt que le peuple cherche le bon chef, le bon pasteur? Oui. La vérité, c'est que la crise de quoi est le populisme et le nom, eh bien, c'est la crise du défaut d'autorité, de l'absence de chef. De vision des élites. Ouais, c'est pour ça que moi je disais que je suis pas contre le fait qu'il y ait un chef, une élite. Je suis pour une part de démocratie directe, mais tout à fait raisonnable. Je suis pas pour le gouvernement des ronds-points, ça j'y crois pas une seule seconde. D'ailleurs, ce qui est devenu ce mouvement rappelle Nuit debout, et on a bien vu que ça ne menait à rien. Ou 5 étoiles en Italie. La délibération permanente, ou 5 étoiles en Italie, avec plus de succès pour 5 étoiles malgré tout. Mais donc oui, non, moi je crois pas à une démocratie directe absolue. Par contre, effectivement, je crois à une élite qui serait plus consciente des réalités des classes populaires et qui se mettrait au service des classes populaires et pas à son service. On a l'impression, Glucksmann, qui se considère sans doute comme faisant partie des élites, qui est au Parti socialiste, a eu cette honnêteté désarmante de dire je me sens plus chez moi à New York que en Picardie. Je ne sais plus si c'était la Picardie, mais voilà, dans telle ou telle région française. En tant que Parisien, je suis plus proche d'un New-Yorkais que quelqu'un qui vivrait en Ardèche ou en Picardie ou dans le Nord-Pas-de-Calais ou je ne sais où en France. Donc c'est ce décalage-là
Il faut mettre fin à ce décalage-là. Il faut qu'il y ait des élites qui représentent les territoires, qui représentent la culture française, qui représentent les classes populaires qui sont et moyennes, qui sont encore majoritaires dans ce pays, ou du moins qui tiennent un peu compte de leurs intérêts. Il ne s'agit pas non plus de jeter la pierre à ceux qui sont à l'aise dans le système mondialisé. Après tout, le modèle des métropoles fonctionne pour certaines personnes, pour 25%. Il ne s'agit pas de mettre ces 25%-là au goulag. Ça rapporte aussi une forme de richesse pour la France, mais il s'agit de créer un système qui concilie les intérêts de ces personnes-là avec les intérêts de la majorité. Voilà, c'est mon espérance. C'est pour ça que je disais au début, même si c'est un peu naïf, je n'y crois peut-être même pas moi-même, parce que je crois que malheureusement les élites, en particulier les élites françaises, sont sourdes et aveugles. Mais l'idéal serait quand même que voilà, il y ait des élites qui se rendent compte du décalage et qui essaient de prendre les choses en main. C'est pour ça que je disais que mon livre s'adressait à elles, et c'était une manière de leur dire réveillez-vous. Ou alors on pourrait espérer qu'il y ait effectivement des élites qui viennent du peuple aussi, quoi. C'est la méritocratie. On voit bien que l'ascenseur social fonctionne de moins en moins bien. Ce sera aussi une forme de solution. Ce qui est un peu désespérant, c'est en tout cas en France, on voit pas ça dans le paysage pour le moment. Alors c'est vrai que Emmanuel Macron aujourd'hui parle un peu d'immigration. Il a lancé un débat sur l'immigration, mais j'ai peur que ce soit surtout malheureusement un écran de fumée. Ceci étant dit, c'est quand même un symptôme de ce que Christophe Guilluy appelle le soft power des classes populaires. Je crois que le débat de l'immigration arrive sur la table, c'est pas seulement une posture politique, c'est parce que même quelqu'un comme Emmanuel Macron, qui est le prototype des élites mondialisées, se rend bien compte que ce n'est plus tenable de gouverner. Je pense que les Gilets jaunes lui ont ouvert les yeux sur ce point-là, que c'est plus tenable de gouverner sans s'emparer de certaines questions qui sont des questions centrales pour son peuple, tout simplement. Merci. D'accord, très bien, c'est aussi bien. C'est plus agréable. Je vais dire, si certains d'entre vous ont des questions, n'hésitez pas, avant de se retrouver autour d'un verre. Je suis très disponible. Ouais. Alors, voilà. Les élites françaises, Pierre-André Taguet, avait sans doute fait une analyse assez poussée. Je le cite de nombreuses fois dans le livre. Oui. Ah oui, mais je n'ai pas encore lu. Oui. Et est-ce que vous connaissez ces idées? Est-ce que les vôtres se rapprochent des siennes ou pas? Oui, je pense que André Taguieff a été vraiment précurseur sur la question du populisme, mais aussi sur beaucoup de